Il est 13 heures, merci de votre confiance. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République en présence du président Alassane Ouattara. Il a été entre autres question de l'amélioration des conditions de travail sur les navires battant pavillon ivoirien, sur l'identification des gens de la mer et la digitalisation du droit de trafic, le point en début d'édition. Dans cette édition, on vous dévoilera également la recette de Côte d'Ivoire Tourisme pour relancer le tourisme ivoirien. Les outils et le plan d'action pour redynamiser le secteur ont été présentés aux journalistes cette semaine. Nous y avons envoyé Patricia Omouetia, elle nous en parlera dans une dizaine de minutes. Et puis, c'est tout à l'heure, sous le coup de 16 heures, que les éléphants de Côte d'Ivoire vont confirmer leur qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Ils affrontent l'Algérie, championne en titre, mais qui est actuellement au bord du gouffre. Nous allons donc les y pousser. Je vous le disais en titre, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État. À l'ordre du jour, l'amélioration des conditions de travail sur les navires battant pavillon ivoirien, l'identification des gens de la mer, la digitalisation du droit de trafic et la réduction de la dépendance en protéines animales. Retour sur le communiqué final avec Awa Touré. Le Conseil des ministres ce mercredi 19 janvier, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a vu la ratification de deux conventions. Convention relative à l'identification des gens de mer et au travail maritime. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime qui date de 2006. La ratification de cette convention permettra d'améliorer les conditions sociales et de travail sur les navires battant pavillon ivoirien et de réduire les contentieux qui pourraient exister entre armateurs et marins et valoriser donc le pavillon national. Le deuxième projet de loi autorise, quant à lui, le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est une convention qui vise à améliorer donc, les procédures d'identification des gens de mer en vue de lutter de façon efficace contre la fraude dans le cadre de contrôle d'identité du porteur, mais également en raison du trafic important des gens de mer, de lutter contre éventuellement et de prévenir, je dirais, donc les actes de terrorisme par un contrôle plus accru et plus efficace donc de l'identité donc des gens de mer. Toujours dans le secteur maritime, le Conseil a opté pour une solution informatique dans le cadre de la sécurisation du recouvrement de la redevance sur le droit de trafic et le renouvellement des équipements et matériels. C'est un contrat de concession qui est l'objet de ce décret et qui vise tout simplement donc à digitaliser le processus de facturation du droit de trafic maritime en vue d'en optimiser le recouvrement des recettes. Elle s'applique donc à toutes les formalités déclaratives qui sont relatives aux navires, notamment à la déclaration de cargaison, à la déclaration de marchandises dangereuses, au manifeste de l'équipage, aux renseignements relatifs aux navires et aux données de sûreté du navire. Et puis, dans le cadre des escales des navires étrangers dans un des ports de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a défini les modalités de comptabilisation et contrôle des recettes et dépenses. Ce décret s'inscrit dans les mesures initiées par le gouvernement pour assurer la conformité de la réglementation relative aux relations financières extérieures applicables en Côte d'Ivoire avec les recommandations de l'UEMOA. Il met notamment à la charge de tout armateur ou transporteur maritime étranger l'obligation d'ouvrir un compte d'escale dans un port ivoirien auprès d'un agent maritime ou un consignataire en vue de lutter contre les activités maritimes illicites et la fuite des capitaux. L'introduction et le transfert d'espèces aquatiques vivantes désormais soumises à autorisation. Ce décret soumet à autorisation préalable du ministre chargé des ressources halieutiques toute introduction ou transfert d'espèces
aquatiques vivant dans les eaux continentales et sous juridiction ivoirienne, en vue, bien sûr, de préserver notre biodiversité, mais également de protéger notre écosystème. La Côte d'Ivoire entend par ailleurs réduire considérablement la dépendance en protéines animales à travers une politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Il s'agit ici donc globalement de lever, avec ces deux programmes, les contraintes majeures du secteur des ressources animales et halieutiques en vue d'atteindre un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation des populations à l'horizon 2025. Pour ce qui est du programme stratégique de transformation de l'aquaculture, le PSTACI, il vise à faire du secteur aquacole un instrument majeur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. À cet effet, ce programme prévoit la création donc, de zones de développement de production animale et halieutique, regroupant sur un même site tous les maillons de l'activité aquacole. Un projet pilote portant sur la création de fermes pilotes sur le lac de Koubi, le lac de Loka et à Grand Lao sera lancé dès le premier trimestre 2022. La mise en œuvre donc, de ce programme, le PSTACI, permettra à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA. Le comité de pilotage Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, qui entend obtenir une meilleure rémunération de cette matière première, tient sa deuxième réunion le 21 janvier à Accra, au Ghana. Le prochain Conseil des ministres, le mercredi 26 janvier 2022. Un compte-rendu signé Awa Touré, grand reporter des sujets institutionnels. On peut le dire, tout est bien qui finit bien. Les habitants des 10 tours de la Riviera Golfe peuvent pousser un ouf de soulagement. Leur combat a porté fruit. L'espace vert de la cité qui leur avait été retiré au profit d'un opérateur immobilier à l'issue d'une session vente vient de leur être rétrocédé par le ministre de la Construction. Cheikh Koné a assisté au dénouement de cette affaire qui a fait grand bruit. Fin du feuilleton à rebondissement qui opposait les riverains de la cité, les 10 tours de la Riviera Golfe et la société Twins Immobilier. Un bras de fer épique soldé par une bataille juridique sans précédent qui dure depuis plusieurs années. Au cours de cette visite urgente sur le site litigieux, Bruno Nabagné-Koné a sonné le clap de fin de cette crise au grand bonheur des riverains. Ce que je peux assurer aujourd'hui, c'est que désormais, à partir d'aujourd'hui en tout cas, ce terrain est totalement mis à la disposition des riverains. Nous comptons sur vous pour en faire le meilleur usage possible. Nous comptons sur vous pour le protéger. Aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est une grande fête. Nous sommes contents parce qu'aujourd'hui, les enfants doivent jubiler. Ils ont le terrain, ils peuvent faire ce qu'il y a à faire. Visiblement contrarié par cette décision inattendue, l'opérateur incriminé dit en prendre acte. Et pour le moment, en tant que propriétaire, nous ne pouvons attendre que les actions effectives qu'il prévoit soient déployées. Donc c'est ce que nous attendons. Nous attendons de voir ce qui nous est proposé de façon effective afin que le problème soit réglé. Cette victoire, au-delà de son caractère symbolique, est une avancée notable pour la copropriété. Avec le code de la construction, l'article 380, l'alinéa 2 le dit clairement que les espaces communs sont de façon exclusive réservés à la copropriété, qui forme un syndicat de copropriété. Donc déjà dans les nouvelles copropriétés, en amont, nous réglons ce problème. J'invite toutes les anciennes copropriétés à s'organiser, à se baser sur leur règlement de copropriété avec les cahiers des charges qu'ils ont, qu'ils lisent point par point ces cahiers des charges pour comprendre leurs droits et leurs obligations. Pour rappel, cet espace d'1,1 hectare logé en plein cœur de la cité, les 10 tours de la Riviera Golfe, a été cédé par l'ex-Sikoji à un opérateur immobilier contre l'avis du syndicat de copropriétaires. Cette situation met au grand jour la préservation des espaces verts et des lieux de vie à l'intérieur des cités. Bruno Nabagné-Koné entend ainsi renforcer la préservation de ces lieux.
Le tourisme ivoirien serait défini pour 2022. Nouvelle année, nouvelle stratégie marketing avec des outils innovants et un nouveau plan d'action repensé pour des objectifs clairs et précis. Une stratégie dévoilée cette semaine face aux journalistes. Patricia Omouetia nous fait le point. Nouvelle stratégie de promotion de la destination Côte d'Ivoire intitulée Côte d'Ivoire Event. L'idée est de réussir le pari de la réinvention, la qualité de service, l'innovation et le renouvellement des offres touristiques. On vient de découvrir, comme tout le monde, des images en Côte d'Ivoire qu'on ne savait même pas que ça existait. Et donc il est important de vendre cette image de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays au monde. Le tourisme domestique, ça va pousser les personnes à ne plus forcément aller ailleurs. Covid oblige, on est obligé de faire avec la situation. Ça va pousser les personnes à découvrir toute la Côte d'Ivoire. Et le site qu'ils ont présenté, vraiment, c'était magnifique, c'était beau. Le développement du tourisme domestique reste une priorité pour la redynamisation du secteur. C'est pourquoi cette nouvelle stratégie de relance s'appuie sur l'ensemble des collectivités territoriales pour leur culture et leur patrimoine. Elle affiche une volonté de développer un partenariat fort avec les collectivités locales sur la promotion du tourisme, notamment Grand Bassam. Elle l'a indiqué, nous avions pris un certain nombre d'initiatives qui rentrent dans la vision stratégique qu'elle a développée. Et donc nous allons renforcer le partenariat, travailler ensemble afin de faire de Grand Bassam un cas d'école, un projet pilote pour pouvoir ensuite le dupliquer sur les autres localités touristiques de Côte d'Ivoire. Un pari audacieux pour la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme qui veut faire découvrir la destination Côte d'Ivoire autrement à travers des outils novateurs. On doit s'attendre à avoir un site internet pour Côte d'Ivoire Tourisme, une web TV dans un futur très proche, des communications en direction de la communauté locale pour pouvoir développer le tourisme intérieur. On doit pouvoir s'attendre à mettre en place un véritable écosystème, une véritable synergie entre les sociopros Côte d'Ivoire Tourisme et les collectivités décentralisées, parce que sans ce partenariat, on ne peut pas construire une destination touristique. Au-delà de toute cette stratégie, Malika Mourad Condé a aussi annoncé une campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire intitulée « Le dépaysement, c'est ici ». Ce sera une campagne promotionnelle de communication à travers des panneaux publicitaires autour de 4 piliers, nature et activités de plein air, culture, patrimoine et art, gastronomie et art de vivre, soleil et plage. Un reportage de Patricia Omouetia, notre reporter qu'on va retrouver sur cet autre sujet. C'est au palais de l'unité d'Abobo Baoulé où la directrice régionale de l'éducation nationale Abidjan 4 a initié le renforcement de capacités administratives et pédagogiques des gestionnaires des structures de sa circonscription. Cette rencontre a pour objectif d'améliorer et d'optimiser le renforcement des capacités des gestionnaires des structures de la DREN Abidjan 4. Plusieurs mots qui minent le système éducatif ivoirien ont été évoqués, notamment la pédagogie, le faible niveau de certains enseignants et la responsabilité des parents et celle des enseignants face à l'éducation des enfants. Quand vous avez 30% d'admis, ça veut dire quoi? Qu'il y a 70% d'échecs. Il faut prendre tout ça en compte et faire en sorte qu'on inverse les pôles. C'est notre objectif. Cette rencontre de 2 jours a permis de faire l'état des lieux de la région éducative et de définir des objectifs prioritaires pour une école de qualité. Au sortir de ce séminaire, chaque chef de structure ait eu des connaissances supplémentaires pour renforcer déjà les acquis, mais surtout renouveler la vision de cette responsabilité pour qu'il assume encore mieux. L'amélioration de la qualité de la gestion pédagogique et environnementale fait partie des priorités de la tutelle qui veut l'étendre dans toutes les directions régionales en charge de l'éducation sur toute l'étendue du territoire national. La santé du système éducatif en général dépend de la santé de ces structures. C'est pour cette raison qu'il faut insister sur la formation des gestionnaires de ces structures-là. S'assurer qu'ils assument pleinement leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales. Au terme de cette rencontre, la tutelle a invité les gestionnaires des structures de la DREN Abidjan 4 à maîtriser les procédures techniques et outils modernes de gestion de sorte à favoriser une meilleure
des personnels mis à la disposition du ministère. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont décidé de se faire former pour mieux vous servir grâce donc à une convention signée entre l'UFR Information, Communication et Arts de l'Université d'Abidjan. L'UNJCI permet à plusieurs dizaines de ses membres de prendre part à une formation qualifiante et diplômante. On en sait plus avec Serge Pacom Didi, commentaire Didier Nguessa. 57 journalistes bénéficieront de formations qualifiantes et diplômantes à l'UFR Information, Communication et Arts. Ces formations sont le fruit d'une convention entre l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'UNJCI s'adosse, comme j'ai l'habitude de le dire, sur 3 piliers. Le premier des piliers, c'est la confraternité. Le deuxième des piliers, c'est la solidarité. Le troisième des piliers, c'est la formation. Nous donnons l'occasion à certains de nos amis, certains journalistes, de pouvoir continuer leur cursus universitaire dans les meilleures conditions. Sur 99 dossiers déposés, 57 ont été retenus, soit 2 pour le doctorat, 43 pour le master et 12 candidatures pour la licence au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il s'agit d'œuvrer ensemble pour un journalisme ivoirien de qualité. Voilà pourquoi nous prenons particulièrement à cœur la formation continue. Évidemment, notre institution a été choisie en raison de son histoire récente. Et c'est pourquoi aussi nous vous remercions d'avoir porté le choix sur le CERCOM, donc l'UFRICA. Pour des commodités plus adéquates, la Maison de la Presse au Plateau servira de cadre pour dispenser les cours aux journalistes. Des cours seront également dispensés en ligne. Et parlant d'acteurs des médias, l'un des plus talentueux animateurs télé ivoiriens nous a quittés il y a 33 ans déjà. Plus de 3 décennies après sa disparition, Roger Fulgence Kassi est dans nos cœurs. Il était le meilleur de sa génération, tout simplement, et il est encore dans nos mémoires. Ce jour-là, ce 20 janvier 89, lorsque le lion s'endormait à jamais, lorsque la flamme s'éteignait pour toujours, c'est un coup dur qui se porta ainsi à notre corporation, mais surtout à la Côte d'Ivoire entière. Samedi 3 février, 13 février. Svelte, micro à la main et port altier. Le tour est joué. Roger Fulgence Kassi ne laissait pas indifférent. Superstar Station, Nongeli, Jamboree, Première Chance, Podium, autant d'émissions et autant de voyages télévisés. Maintenant, tu as décidé de donner une autre... L'homme aura essaimé le long de son parcours bien de disciples, mais surtout permis à de nombreux artistes de prendre confiance en eux. Et pour ce premier rendez-vous de 1985, nous allons commencer avec Gali Baïs Sylvestre alias Baïs Pinto. Nous allons écouter pour commencer Blinalo. Des problèmes, et j'ai reçu plein de courriers. Les gens voudraient savoir à quelle adresse est-ce qu'ils peuvent correspondre avec Alpha Blondy. Roger Fulgence Kassi s'en est allé. Le 20 janvier 89, Serge Kassi le chantait si bien. RFK, 33 ans après son départ, le souvenir s'étiole certes auprès des plus jeunes, mais l'homme aura toujours conservé son aura. Moi, pour ce que j'ai fait à la télé jusqu'à maintenant, que ce soit radio et télé, je vois pas, moi compris, un animateur de sa trempe. Pour moi, on aurait dû continuer de présenter ces émissions et faire un commentaire peut-être après les émissions afin que les jeunes d'aujourd'hui puissent prendre exemple sur lui. Lui, qui aimait avant tout célébrer ses proches, on se souvient encore de cette escapade hommage au village de feu Ernesto Djedje. Nous sommes revenus ici, sur les traces du Ziglibiti. On nous a prévenu, la route de... Hier aux côtés des autres, aujourd'hui
aux côtés des siens, à Kokombo, son village natal, centre du pays. Roger Fulgence Kassi, 33 années après son décès, reste l'une des icônes de l'audiovisuel ivoirien. L'animateur a fait toutes ses classes à la radio-télévision ivoirienne. C'est un magnifique élément de Franck Quadio, un reporter d'exception de notre rédaction. Et vive RFK à jamais dans nos cœurs, inspirateur de bon nombre d'entre nous. Et bon nombre d'entre nous, malheureusement affectés par le coronavirus, ce monstre malfaisant qui sévit depuis trop longtemps maintenant. 79 558, c'est le nombre de cas de Covid recensés en Côte d'Ivoire depuis mars 2020, date du début de la pandémie. Hier, mercredi, on a compté 123 nouveaux cas et un décès supplémentaire, ce qui porte à 764 le nombre de morts et 2788 cas sont encore actifs. Les gestes barrières et le vaccin sont à l'heure actuelle le seul rempart contre le virus, alors ne nous faisons pas prier. La sensibilisation, elle en tout cas, continue partout où elle peut se faire. La RTI fait sa part, les autorités sanitaires font les leurs, la société civile également. Cette semaine, par exemple, l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains était sur les chantiers de la construction de la voie Y4 pour sensibiliser les populations sur les gestes barrières notamment. On retrouve Franck Quadio. Base des chantiers des travaux d'aménagement de la voie de contournement du district dans la commune de Cocody, un sketch pour donner le ton de la campagne de sensibilisation sur la Covid-19, les IST-VIH-Sida, la sécurité routière et les violences basées sur le genre VBG. Vous laissez de vos gigas. Moi, mon vieux mort de l'instant, là-bas, il me salue, je suis trop blessé. C'est comment? Salut. On est en Afrique, on te salue, mais. Là, mais c'est comment? On n'a jamais dit que c'est le plus de points. Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'ONG interafricaine de la promotion de la santé et des droits de l'homme. Comme vous le savez, tout travaux ne va pas sans les impacts négatifs. Donc c'est dans ce cadre-là, pour atténuer les impacts négatifs, qu'il nous a été demandé, nous, ONG Société Civile, de pouvoir sensibiliser les gens, les travailleurs, les riverains sur la pandémie. Et il est important de pouvoir leur rappeler les gestes barrières à la population pour que celle-ci prenne les mesures barrières à cœur. La partie chinoise en charge de l'exécution des travaux d'aménagement de la voie de contournement de la Y4 de la ville d'Abidjan s'engage à travers le respect des mesures barrières contre la Covid-19 à soutenir les initiatives de l'ONG. Je pense que c'est très important d'avoir cet événement parce qu'il concerne beaucoup de sujets, surtout dans cette période difficile. On a besoin de sensibiliser les gens. Dans son message de sensibilisation contre les accidents de la route, du travail et les différentes pandémies qui sévissent sur la planète, la présidente de l'ONG saisit l'occasion pour exhorter travailleurs et populations à la prudence. Cette caravane de sensibilisation va sillonner tous les secteurs de la commune de Cocody. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le monstre Covid, la ville sud-africaine du Cap accueille la construction d'une usine de vaccins. Une usine de vaccins donc 100% africain. Usine où seront élaborés des vaccins dits de deuxième génération censés combattre plus efficacement le virus Covid-19. L'investissement d'environ 170 millions d'euros sur plusieurs années est porté par un milliardaire qui a fait fortune dans les biotechnologies. Il investit ainsi pour tenter de mettre fin à l'inégalité vaccinale qui a été révélée par la pandémie. Il qualifie d'ailleurs cette situation d'apartheid sanitaire. On va refermer la page santé de cette édition et on va retourner à la terre. Et la terre, ça nourrit son homme. Pour preuve, je vous amène à Lengbré, département de Bouaké. Sur place, c'est la tomate qui est source de richesse. Ce village en produit des tonnes chaque année et utilise le fruit de la vente pour se construire. Allons voir cela. Direction Lengbré avec Yolande Swanga et Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. Lengbré, l'un des villages du département de Bouaké réputé dans la culture de la tomate. Ici, le tonnage chaque année avoisine 6 tonnes. Chacun peut se retrouver au moins 4 ou 5 millions, voire au moins 10 millions.
Le chiffre d'affaires de cette culture maraîchère permet aux acteurs de cette filière agricole de contribuer au développement de la localité. Pour preuve, on assiste à la construction de bâtiments modernes. En témoigne la petite villa en état d'achèvement réalisée par le jeune Kwame Jean-Luc Yao, 25 ans, qui s'est lancé dans cette culture malgré l'opposition et le mécontentement de son père. J'ai abandonné l'école. Quand je suis venu, je me suis abonné dans la culture de la tomate. Et un peu, Dieu merci. En 2019, j'ai acheté ma petite moto qui était garée devant la boutique et puis un tricycle. Outre leur propre bâtisse, les producteurs de la tomate participent à la construction des infrastructures de base. On peut donner au moins 200 000, 300 000 pour construire à l'école ou à l'hôpital. Le chef traditionnel de Lingbray, fier de sa jeunesse qui a tourné le dos aux vices tels l'exode rural et autres méfaits au profit de leur autonomisation. Ça me fait plaisir. À cause de ça, je remercie les jeunes de Lingbray. L'autonomie des jeunes grâce à la culture maraîchère invite leurs frères aventuriers des grandes villes dépourvues de moyens à revoir leur position. Deux sont allés à Boisflé, Soubré. Depuis 1983, il y a plein qui sont revenus à Lingbray par rapport à la tomate. Avec la tomate, d'autres ont construit des boutiques. Cependant, tout n'est pas rose à Lingbray. La population éprouve des difficultés en matière d'eau. Pas de château d'eau, il faut de longues distances pour trouver à boire, avec tous les risques de maladies diarrhéiques. Les femmes vont au Margot porter de l'eau. Il y a 2 cuvettes, ça ne suffit pas. Des difficultés également pour les acteurs de la filière tomate, qui auraient pu faire la culture de contre-saison si le village était équipé en retenue d'eau. Quand il n'y a pas la pluie, ils sont obligés de se rabattre sur Thiébissou, sur Toumoudi, sur Boisflé. Parce que là-bas, c'est une zone forestière. Donc vraiment, c'est ce qui nous handicape un peu. On aurait souhaité que le gouvernement pense à nous, au moins pour avoir au moins une retenue d'eau. Depuis l'avènement de la culture de la tomate, le village fonctionne comme une ville. Les maquis et boutiques servent de lieux de divertissement et d'approvisionnement. Les jeunes de Lingbray n'envient pas leurs amis de la ville. Ils suivent aussi tous les matchs de la CAN 2021 qui se déroulent au Cameroun. Et contrairement aux habitants de Lingbray qui jouissent, eux, des fruits de leur travail, d'autres ailleurs sont partisans du moindre effort. Ils ont fait le choix de voler. Selon eux, c'est plus simple, plus facile et pourtant, le voleur est enclin à l'humiliation, à la prison. Eux se sont donc érigés en contrebandiers, voleurs de feuilles de tôle, mais leur butin vient d'être saisi par la sous-direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce. Témoignage d'Angui Dangui. C'est ici, dans cet entrepôt situé au bord de l'autoroute du Nord, au PK20, que la saisie de 163 tonnes de tôle de contrebande d'une valeur de 163 millions de francs CFA a eu lieu. C'est le résultat d'un coup de filet de la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces tôles, telles que vous le voyez, il n'y a aucun marquage là-dessus. La qualité déjà est douteuse. Et dès notre arrivée, ceux qui se faisaient passer pour les propriétaires ont tout de suite pris la poudre d'escampette, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et donc cette saisie, elle est faite parce que nous sommes en face de tôles de couverture non réglementaires. Les enquêtes pour identifier les trafiquants afin de les traduire devant les juridictions compétentes sont en cours, selon le sous-directeur de la répression des fraudes qui appelle par ailleurs les populations à collaborer avec le ministère du Commerce dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il faut simplement saisir les services du ministère du Commerce qui sont repartis sur l'ensemble du territoire national parce que la sécurité des consommateurs est une priorité pour nous. Nous demandons aux populations de pouvoir faire confiance au ministère du Commerce. Les marchandises faisant l'objet de contrebande constituent un grand risque pour la santé publique et la sécurité nationale, selon les experts de la question.
Tu ne voleras point. Rappelez-vous, c'est l'un des 10 commandements de Dieu. L'actualité majeure en Afrique, c'est la CAN 2021. Alors en route pour le Cameroun. Qui l'eût cru? L'Algérie, dernière de sa poule avec 1 point en 2 matchs et surtout 0 but marqué. L'Algérie qui affronte aujourd'hui même la Côte d'Ivoire, leader de la poule E. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, obligée de gagner face aux Ivoiriens ce jeudi dans le choc du groupe E donc à Douala. Tout autre résultat éliminerait les Fennecs dès le premier tour de cette CAN 2022. Les éléphants, eux, sont déjà assurés d'être qualifiés pour les 8e. Ce match Côte d'Ivoire-Algérie, c'est donc tout à l'heure à 16h. Au même moment, la Sierra Leone se mesurera à la Guinée équatoriale. Les rencontres Gambie-Tunisie et Mali-Mauritanie se joueront ce soir à 19h. On va maintenant suivre le résumé des matchs qui se sont joués hier mercredi. C'est avec Arsène Kouassi de RTI Sport. Déjà qualifié en 8e de finale, après ses 2 succès, le Nigeria réalise la passe de 3. Face à la Guinée-Bissau, les Super Eagles démarrent bien la partie, sans pour autant se montrer efficaces. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Oumar Sadik est à la conclusion d'un bon service de Ainacho. À 1-0, les Bissau-Guinéens tentent de revenir dans la partie, mais s'exposent au contre des triples champions d'Afrique. Simon Moses se joue de la défense des Likaon avant de décrocher un puissant tir qui ricoche sur la barre transversale, bien suivi par William Ekong. Malgré la bonne volonté des joueurs de la Guinée-Bissau de réduire la marque, le score n'évoluera plus. 2-0, score final. Le Nigeria confirme son leadership du groupe D avec 9 points. C'est le seul pays à remporter ses 3 matchs de groupe et envoie un signal aux prochains adversaires. Dans l'autre rencontre du même groupe, l'Égypte n'est toujours pas flamboyante, mais elle assure l'essentiel. Les Pharaons seront au rendez-vous des 8e de finale après leur victoire 1-0 sur le Soudan. Si Mohamed Salah a été virevoltant, le seul but du match est signé Mohamed Abdel Nomen. Un succès qui permet à l'Égypte de terminer 2e du groupe D, derrière le Nigeria. Et ce soir, on savourera la qualification de nos pachydermes pour les 8e de finale. Tous derrière les éléphants. À demain.